sur Monaco Info. Merci de nous retrouver en cette fin de semaine. Je vous propose de regarder tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Ce vendredi, Monaco est entré au capital d'Azzurra Aeroporti, l'actionnaire majoritaire d'ACA, aéroport de la Côte d'Azur. Nous reviendrons sur cet accord. Nous vous ferons revivre la cérémonie de remise des prix du traditionnel concours de langue monégasque. Le Jumping international de Monaco a pris ses quartiers sur le port Hercule. Nous vous présenterons cette édition 2017. 3 artistes au travail à la Villa des Platanes. Retour sur cette exposition collective ouverte au public jusqu'au 30 juin. Le prince souverain a inauguré un tout nouveau rosier à la roseraie Princesse Grace. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invité du week-end, Florence Tournier, qui nous parlera de la première édition de la Saône Monaco Conférence. Monaco entre au capital d'Azzurra Aeroporti, l'actionnaire majoritaire d'ACA Aéroport Côte d'Azur. Le ministre d'État a signé ce vendredi un accord en présence du ministre des Finances et de l'Économie. Fabien Bonilla, Orazio Gagino et Éric Pocoy étaient sur place. Voyez leur reportage. Et c'est à l'aéroport que Serge Tel a signé un accord scellant l'entrée de la principauté de Monaco au capital de la société actionnaire majoritaire qui s'appelle Aéroport de la Côte d'Azur, ACA. ACA qui gère les aéroports de Nice-Côte d'Azur, Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez, ainsi que le réseau international de services d'assistance en escale pour l'aviation d'affaires SkyValet. L'ambition originale et originelle derrière avec le souverain, c'est de se dire qu'un État moderne aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est certainement une identité, et l'identité monégasque est forte. C'est un message, et c'est la parole du souverain qui est entendue largement au-delà de nos frontières. Mais c'est aussi des outils. Et nous avons besoin de ces outils, d'où l'achat du port de Vintimille d'un côté, l'achat de cet aéroport de l'autre, parce que ces outils affirment à la fois une certaine forme de souveraineté et en même temps sont gage de développement économique. C'est à la fois un investissement qui nous rapportera des dividendes, mais c'est aussi une façon de participer au développement de cet outil qui est absolument essentiel pour la principauté. Cette opération sera réalisée à travers l'acquisition d'une participation dans la société Azzurra Aeroporti, véhicule actionnaire d'ACA à hauteur de 64%, suite à la privatisation décidée par l'État français. Azzurra Aeroporti est détenu par le consortium franco-italien constitué du groupe Atlantia et EDF Invest. Les contacts se sont intensifiés avec le gouvernement princier et ont abouti à un accord pour la cession par Atlantia d'une participation de 12,5% du capital d'Azzurra Aeroporti à la principauté pour un montant environ de 130 millions à 135 millions d'euros. Pour l'aéroport, ça représente une grande opportunité de croissance accélérée dans les marchés globaux sur lesquels Monaco peut apporter un savoir-faire, une image qui sera sans doute positive pour l'aéroport, pour les 3 aéroports de la Côte d'Azur. Le transfert de la participation sera réalisé au cours du mois de juillet. Retour à Monaco, il s'agit d'un rendez-vous annuel et traditionnel. Près d'une centaine d'élèves ont été félicités et ont reçu différents prix dans la cour d'honneur de la mairie à l'occasion du concours de langue monégasque 2017. Sandrine Nègre. Benvenue à cette cérémonie qui illustre à la perfection l'attachement qui lie la population et en particulier la jeunesse à la langue monégasque. Ils étaient 1384, un record cette année, à passer les épreuves écrites éliminatoires du concours de langue monégasque. Après les épreuves orales en mairie, les résultats finaux ont été établis et le palmarès aussi. Dans la cour d'honneur de la mairie, 93 élèves ont été cités sous le regard du prince Albert II. Le concours de langue monégasque est devenu au fil des années une tradition et votre fidélité démontre combien notre langue est importante pour le patrimoine de notre pays. C'est parce qu'elle est la garante de notre patrimoine que la mairie a à cœur chaque année d'accueillir cette remise de prix et d'en coordonner
l'organisation avec les différentes entités. Car oui, ce concours est le fruit d'un travail basé sur la collaboration, puisque la mairie donc et la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont impliqués. Karine Ardisson-Salopec, coordinatrice de la langue monégasque, et les différents professeurs aident tout au long de l'année l'ensemble des élèves qui participent du CM2 à la terminale. Est-ce que tu peux me dire quel prix tu as reçu ? Le premier prix de 6e. Alors, pour décrocher ce premier prix, est-ce que tu as dû beaucoup travailler cette année ? Bah oui, tout au long de l'année, pendant les contrôles et aussi pour le concours, à l'écrit et à l'oral. Comment ça s'est passé, par exemple, l'oral ? On t'a posé des questions ? Oui, on devait lire un texte en monégasque, le traduire en français, et après ils nous posaient des questions dessus. Si j'ai bien compris, le monégasque, c'est une histoire de famille dans la tienne, puisque ta sœur a été primée aussi ? Oui, c'est ça, depuis assez longtemps quand même. Alors, est-ce que ça veut dire que quand vous êtes ensemble, par exemple, vous parlez le monégasque ? On peut se dire des phrases de temps en temps, mais pas tout le temps. Toi, si je te posais la question un petit peu au niveau du vocabulaire, quels seraient par exemple des termes un peu récurrents que tu emploies, par exemple, justement, en langue monégasque ? J'en ai pas de spécial, mais j'aime bien répondeur, papagalou. Je trouve que c'est bizarre, mais c'est bien. Tu aimes le football ? Non, moi c'est le handball. Bon alors, même en handball, on peut dire dagemonegu. Oui, bah oui, on peut tout le temps dire. Si tous ces jeunes étaient réunis afin de recevoir leur prix 24 heures avant les festivités de la Saint-Jean, cette cérémonie était aussi l'occasion de découvrir de nouvelles scénettes, un temps fort incontournable lors de ce rendez-vous annuel. Et cette année, quelques jolis clins d'œil aux supporters de football par exemple, mais pas seulement, vous allez comprendre. Bienvenue sur Monego Info. Après la très belle exposition patrimoniale organisée l'été dernier par la mairie, nous avons voulu nous intéresser aux chansons traditionnelles monégasques. Et per trovare risposte alle nostre questioni, siamo venuti ici, in Giardin de Saint-Martin, Charoca, onde è una bella festa. Andiamo. Buonasera, vous êtes de Monaco ? Oui, oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions ? Ok, si. Vous parlez monégasque ou français ? Beh, due lingue, français E monégasco. Ah, promba, allora parliamo monégasco. Ah, super. On va avoir un reportage au top. Cosa? Mettete de l'altra custa, cusci senton meglio. Allez, vous êtes prêts ? On commence. Momento, mi metto tuttora un poco de rosso. Et n'oubliez pas de me prendre sur mon meilleur profil. Che sciuga ste donne. Ne fan sempre perdere tempo. Ma che è bella, è bella. Ga pas bisogno, c'est pinta, hein. Et le fil conducteur de cette soirée était le chant monégasque, une thématique qui n'était pas le fruit du hasard puisque depuis plus d'un an, un album était en préparation. Mairie, DENJS, Direction des Affaires Culturelles, Comité des Traditions Monégasques, Académie Régnier 3, Sogeda, OPMC, plusieurs entités en ont permis la réalisation. La production de cet album est la concrétisation de plusieurs heures de travail. L'album à vocation pédagogique a été offert au Prince Albert II. C'est un peu de la fierté qu'on a à Monaco. Les chants monégasques, c'est toujours quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on est très fiers parce que même si dans le cœur on retrouve plusieurs nationalités, c'est vrai que Monaco c'est quand même notre ville, notre vie, on est ici, donc faire partager ça au monde c'est quand même extraordinaire. Alors on l'avait un petit peu suivi déjà l'année dernière, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler comme ça 2-3 chants que l'on retrouve sur cet album ? Il y a Canto da Santa Devota, après il y a Piamo Fresco et Udrape. Quels sont peut-être, j'allais te dire, les chants que tu as aimé particulièrement chanter ? Est-ce que tu as des petits coups de cœur peut-être ? Alors moi j'ai beaucoup aimé Pastrekesi et O Campanile de San Nicolao. Sachez d'ailleurs que vous retrouverez prochainement un magazine consacré à l'enregistrement de cet album. En attendant, rendez-vous ce week-end, samedi 24 à 19h notamment, pour suivre l'intégralité de cette cérémonie des prix du concours de langue monégasque 2017 à Cerevede.
Et en bref, dans le reste de l'actualité. Le nouvel ambassadeur de la République tchèque à Monaco, Petr Druláč, s'est rendu dans les locaux du Monaco Economic Board pour rencontrer l'ensemble de ses membres. Le MEB avait d'ailleurs organisé un voyage d'affaires dans ce pays il y a quelque temps. La Fondation Prince-Pierre de Monaco vient de lancer son marathon de lecture organisé dans le cadre des prix littéraires. Lors de sa réunion du 10 mai dernier, le conseil littéraire a retenu les écrivains suivants pour le prix littéraire: Annie Ernaux, Maurizio Serra, Michel Tremblay. 5 autres auteurs ont également été sélectionnés pour la Bourse de la Découverte, prix récompensant un auteur francophone pour un premier ouvrage de fiction. L'ensemble des ouvrages sélectionnés est disponible dans les bibliothèques de Monaco et de la Côte d'Azur, participant au marathon de lecture entre le 21 juin et le 1er septembre 2017. Le jumping international de Monaco vient d'ouvrir ses portes sur le port Hercule. Les meilleurs cavaliers au monde et leurs montures s'apprêtent à entrer en piste pour 3 jours de compétition intense. Présentation de cette nouvelle édition et retour sur les toutes premières épreuves avec Christine Datomel. Le port Hercule s'est réveillé sous les cliquetis des sabots, 3 jours de sport de haut niveau où les meilleurs cavaliers au monde s'affrontent. Élégance, performance et passion, les ingrédients clés pour faire de ce jumping de Monte-Carlo un événement phare au niveau international. Et ce vendredi, le bal a été ouvert avec le CSI 2 étoiles 115. Les cavaliers sur leur monture ont étraîné la piste de l'édition 2017. Un parcours jugé difficile, tant par sa technicité que par son étroitesse. À la première place, le Vénézuélien Gustavo Mirabal et son cheval JNC Lucy. C'est fantastique de gagner ici à Monaco. Cela fait 5 ans que je participe à ce jumping. C'est vraiment un lieu magique, très spécial. Je suis vraiment content d'avoir gagné ici. Le parcours est technique, il faut donner beaucoup de jambes, mais en même temps, c'est une piste étroite, donc il faut savoir doser. Au final, c'est très amusant de voir qui est le plus rapide. Arrivé à la seconde et quatrième place respective avec Salomon de Grave et Roberto de Siju, la cavalière monégasque Dietlin Tomel a effectué 2 beaux parcours sans faute, passant de justesse à côté de la première place. C'est Salomon qui a battu Roberto, qui a l'habitude de venir ici. Et lui, c'était la première fois qu'il venait. Et il a été fantastique. Salomon n'a jamais concouru en principauté. C'était pas trop difficile avec ce parcours qui est quand même assez étroit? Je m'attendais à ce que ce soit difficile parce que justement c'est une petite piste et que c'est un cheval qui a beaucoup d'action. Et j'avais peur de manquer un peu de contrôle pour pouvoir tourner de partout. Et non, il a été hyper à l'écoute, encore plus facile que d'habitude à monter. Et il est resté avec moi tout du long et il a été formidable. Dans le CSI 2 étoiles 130, c'est le cavalier italien André Countino sur Emoe Tiramsu qui a fait la différence, remportant l'épreuve devant les Pays-Bas et la Belgique. Une belle victoire pour l'Italien qui montait pour la première fois à Monaco. Je suis très content parce que la Gima elle est super bonne, elle est rapide et le parcours c'est un peu spécial, c'est un peu difficile, la piste elle est petite mais elle a fait un bon travail. Je suis content. Tous les meilleurs cavaliers sont là, je suis très content d'être là. L'Italie a de nouveau brillé lors du CSI 2 étoiles 140 avec la cavalière Ilaria Sutera, mais qui montait sous les couleurs de la principauté. La jeune femme décrochant la 6e place de l'épreuve avec Tabriz de la Barde. C'est petit, c'est très petit, c'est étroit, c'est difficile, ça vient très vite, mais c'est une piste que les chevaux finalement apprécient beaucoup, donc moi je trouve ça très bien pour mes chevaux. Ça s'est super bien passé, mon cheval était en super forme, il est fantastique, il a très bien sauté, donc on est prêt pour les prochains jours. Sur la première marche du podium, on retrouvait le cavalier belge Ignace Phillips qui remporta l'épreuve avec sa jument Kalines de Gulden Boom. Pour moi, ce n'était pas trop facile parce qu'il y a toujours un peu de pression ici à Monaco. La piste elle est quand même un peu spéciale et je suis très heureux d'avoir gagné. J'avais mis ma première jument, elle était en tête et je pensais que c'était peut-être assez. Alors après, il y a une fille qui a très bien monté, elle m'a passé très vite devant. Et j'avais encore une autre possibilité, j'ai dit alors je vais quand même risquer un peu plus. C'était comme ça. Et c'était payant? Oui, cette fois-ci, oui. Lors de ce jumping, 15 épreuves programmées sur 3 jours, 80 cavaliers amateurs et professionnels et 210 chevaux, tous présents
pour partager de beaux instants sportifs. Soutenu par le comité olympique monégasque et la fédération équestre de Monaco, le cavalier Wenceslas Tommel a quitté la Normandie où il est installé pour participer à ce rendez-vous incontournable qui lui est cher. Je pense que j'ai pas loupé beaucoup d'éditions ici au Jumping de Monte-Carlo. C'est toujours un plaisir d'y participer parce que c'est quand même un concours un peu à la maison. Et puis c'est quand même un très bel événement, donc je pense que ça fait beaucoup d'éléments pour y participer. Alors vous êtes installé en Normandie, vous êtes descendu avec combien de chevaux? Je suis descendu avec 2 chevaux, je suis descendu avec Especial Tout qui appartient au Rat de Chandor et avec Tonic Dick que j'ai en copropriété avec mon ami José Rey. Alors ce matin j'ai fait 2 parcours à 4 points, une fois avec Tonic et une fois avec Spécial. Tonic, je prends la faute pour moi, et Spécial, c'était plus une faute d'apprentissage. Elle faisait son premier parcours à 1m40 de sa carrière, et j'étais vraiment satisfait de son parcours. C'était plus une mise en jambe et des parcours de travail, ce qu'on va dire. Les 2 se sont bien comportés, ils ont découvert la piste. Spécial a vraiment très bien sauté, c'était un parcours de travail aujourd'hui. Et nous retrouverons bien sûr Wenceslas Tommel tout au long du week-end, le cavalier monégasque participant aux épreuves 130 et 140 avec Tonic Dick et Especial Tout, ainsi qu'au Grand Prix 145 dimanche, une épreuve qui clôturera l'édition 2017 du Jumping International de Monte-Carlo. Changement de quartier pour découvrir la nouvelle exposition collective de Laurent Lassource, Jean-Charles Grassi et Ruy Blas à la Villa des Platanes. Reportage. Il s'agit déjà du 2e chapitre. Après avoir investi le fort de l'Annonciation à Vintimille, nous retrouvons Laurent Lassource dans son atelier à Monaco, accompagné de Jean-Charles Grassi et Ruy Blas, 2 artistes monégasques et un niçois donc, qui nous présentent leurs dernières œuvres. Je suis intéressé par l'art conceptuel et je suis sculpteur et ce qui m'intéresse c'est de faire des céramiques et de voir un petit peu l'interaction avec le public. Voilà. Vous jouez beaucoup avec ce qu'on peut dire des fontaines Voilà, j'utilise l'eau. Ce qui m'intéresse c'est de faire des jeux de mots, de faire des tables hauts, des clins d'œil un petit peu humoristiques à ces céramiques. Voilà. Je suis peintre et dessin. J'ai été prof d'art plastique pendant très longtemps à Monaco, au lycée FANB. Voilà. Et vos inspirations? Mes inspirations, c'est tout ce qui m'entoure. Aujourd'hui, c'est ça, demain c'est là. Vous savez, l'inspiration, il suffit de voir quelque chose. Et hop, comme il le dit si bien, la toile prend vie sous ses traits de pinceau. Ruy Blas est quant à lui issu de l'école de Nice, de New York à Berlin en passant par la Villa Arson. L'artiste revendique un art sans chef-d'œuvre et présente notamment dans le cadre de cette exposition collective sa célèbre Vénus de Milo, créée il y a 17 ans et qu'il a exposée jusqu'au Louvre. Ils m'ont construit donc une vitrine pour laquelle j'ai fait 50 Vénus de Milo. Oui, j'ai fait 50. Toujours peur de faire trop grand, toujours peur de... Voilà. Donc je suis parti en Italie et j'ai trouvé donc bien sûr des fausses Vénus de Milo, des statuettes. Donc j'en ai fait 50. On a présenté ça chez Matarasso. C'est très beau, parce que ça fait un défilé extraordinaire. C'est très très beau. Donc voilà, ces Vénus, donc on en a exposé 10 au musée du Louvre. Et après, naturellement, ça fait boule de neige, ça a beaucoup intéressé les gens, avec beaucoup de succès, quoi. On a vendu les 49, on en a vendu sur les 50. Donc j'avais gardé une pour moi, qui est là ce soir. Cette exposition est à découvrir à la Villa des Platanes, boulevard Régnier 3, jusqu'au 30 juin. La roseraie Princesse Grasse s'enrichit d'un tout nouveau rosier. Il a été offert par Sophie Rochas, la fille du célèbre couturier et parfumeur. Symbole d'une amitié forte entre la famille Rochas et la famille princière, il vient d'être inauguré et baptisé. Le parfum de ces roses serait original et envoûtant. Je vous laisse le découvrir dans ce reportage de Dominique Poulain. C'est le dernier rosier planté à la roseraie Princesse Grasse qui en compte déjà entre 6 000 et 6 500 de plus de 350 variétés.
Le rosier Sophie Rochas, fille du célèbre couturier et parfumeur, vient d'être dévoilé en présence du prince Albert II. Dans une brève intervention, Sophie Rochas rappelle que la rose est la reine des fleurs et qu'elle est partenaire de l'amour qui ne meurt jamais. Elle se souvient aussi que la princesse Grace aimait les roses et savait faire partager sa passion pour cette fleur. L'amitié avec la princesse Grace et les enfants que le prince lui-même a accrédité a fait qu'il y avait une rencontre tout à fait évidente entre la roseraie et moi-même. Et je ne la connaissais pas il y a 2 ans. Et quand j'ai découvert la roseraie, c'est là que je me suis dit, ben voilà, la rosier Sophie Rochas dans la roseraie de la princesse Grace. Elle était fan des roses et je vous dis, c'est une rencontre, était une évidence que cette roseraie, lorsque j'ai vu sa sculpture, je me suis dit, ben voilà, un petit clin d'œil, princesse Grace, que j'ai eu la chance de connaître. Bon, ma mère a fait aussi le bal du centenaire à la demande du prince Régnier, donc c'est pas anodin, j'ai toutes les photos qui figureront dans un prochain livre. Voilà, donc tout était lancé. La rose a souvent été célébrée par les peintres et les poètes. Le réalisateur Robert Hossein, qui lui aussi a un rosier qui porte son nom à Honfleur, en Normandie, lit au cours de la soirée un poème intitulé « La dernière nuit ». Le nouveau-né est ensuite béni par Monseigneur Barcy, l'archevêque de Monaco. Ce rosier buisson à grandes fleurs a été créé par les pépinières et roseraies Georges Delbar, situé à Malicorne dans l'Allier. Il allie finesse et légèreté et évoque, par ses pétales au bord dentelé, les tutus en tulle des petits rats de l'Opéra de Paris. Ce rosier a des qualités très intéressantes de résistance aux maladies, d'une très forte floribondité et surtout d'un parfum très élégant et très agréable. Et puis surtout, le petit détail qui a vraiment surpris et accroché l'œil de Sophie Rochas, ça a été ce petit pétale dentelé que vous pouvez voir là et qui rappelle les dentelles que Marcel Rochas utilisait lorsqu'il faisait ses robes. Sophie Rochas profite de cet événement pour annoncer la création de sa fondation, dont le but est de financer tout projet innovant dans les domaines de la culture, de l'environnement et de la santé. Elle remet par ailleurs au prince Albert un tableau du jeune artiste plumassier Julien Vermelin et un chèque de 5 000 € pour la fondation Prince Albert II de Monaco. Il est temps à présent de retrouver notre invité du week-end. Bonjour Florence Tournier. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Yacht Club de Monaco où a eu lieu jeudi la première édition de la Sun Monaco Conférence. Est-ce qu'on peut revenir pour débuter sur la Sun Foundation? La Sun Foundation a été créée il y a 25 ans en mémoire de Ira Sohn, un professionnel de Wall Street qui est décédé prématurément à l'âge de 29 ans d'un cancer. Ses proches ont décidé de poursuivre le combat et de créer cette fondation qui soutient la recherche contre le cancer pédiatrique. La conférence pionnière a débuté à New York et depuis le réseau s'est étendu à 10 villes dans le monde sur 4 continents et a récolté 80 millions de dollars. C'est un format et une approche originale et unique en son genre puisqu'il s'agit d'une conférence financière à but caritatif. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de l'implanter ici à Monaco? Nous avons assisté aux conférences de New York et de Londres par le passé que nous avons trouvées incroyablement inspirantes, tant par la qualité des intervenants que par la mission que poursuit la Sun Foundation. Étant basés à Monaco, nous-mêmes au sein de Churchill Capital, il paraissait logique d'installer en principauté et d'accueillir cette nouvelle conférence. C'est un endroit de prestige, de renommée internationale et qui attire des entrepreneurs et des personnalités exceptionnelles du monde entier. Et comment s'est déroulé alors l'événement? Nous avons rencontré un immense succès, nous sommes vraiment ravis. L'idée est vraiment d'accueillir un panel de gérants de hedge funds, parmi les plus brillants et les plus talentueux de leur génération, à présenter chacun une idée d'investissement. Donc c'est une opportunité incroyable de venir écouter ces investisseurs renommés qui partagent leur vision des marchés financiers. D'ailleurs, je remercie nos sponsors, nos partenaires et les participants à cette conférence, grâce à qui nous pouvons soutenir la recherche.
Et comment ça se déroule en fait? C'était également l'occasion de lever des fonds pour la recherche, cette conférence? Oui, exactement. À travers les sponsors, les participants, les généreux donateurs, les fonds sont levés et sont reversés à des hôpitaux, des centres de recherche, des laboratoires qui sont ciblés vers les enfants malades et atteints de cancer pédiatrique. Très bien. Et donc, après le succès de cette première édition, est-ce qu'on peut espérer qu'une seconde édition verra le jour en principauté l'année prochaine? Oui, c'est une conférence annuelle. La première édition a eu lieu jeudi et nous sommes ravis du succès qu'elle a rencontré et nous avons hâte d'accueillir la prochaine édition l'année prochaine. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. À très bientôt, excellent week-end. Samedi, temps de plein été, soleil peu voilé. Au lever du jour, il fera 25 degrés et jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. Dimanche, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Lundi, chaleur lourde et soleil un peu hésitant. Il fera jusqu'à 28 degrés. Mardi, le soleil sera au rendez-vous. Mercredi, temps lourd et nuageux. Il fera 24 degrés dans la matinée et 27 degrés dans l'après-midi. Et finalement, jeudi, le ciel sera bien ensoleillé.